Bienvenue à tous, vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football. Aujourd'hui au programme la Liga et la Bundesliga avec une expertise et pas n'importe laquelle, celle d'un champion du monde, Emmanuel Petit. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tout au long de cette émission. Et puis vous, Lise Barenbaum, bonjour. Alors la presse n'y a pas été de main morte cette semaine, on va faire le tour de cette presse avec vous. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par le foot espagnol, restez avec nous. Et on commence donc cette émission avec le championnat d'Espagne. Le Real Madrid explose tous les compteurs et bat le Rayo Vallecano 5-1. Le Barça l'emporte in extremis sur Almeria 2-1. Valence et Bilbao font match nul 0 partout. Match nul aussi pour Séville face à Levante 1 partout. Enfin, désillusion pour l'Atlético Madrid qui perd 2-1 contre la Real Sociedad. Alors Manu, le Real Madrid, c'est 5 buts avec 5 buteurs différents, mais une constante, Ronaldo-Benzema qui est probablement la meilleure doublette au monde. Il s'éclate et ça se voit sur le terrain et au compteur également, mais je rajouterai sur ce tandem l'excellent aussi Bale, l'excellent aussi James Rodriguez, Kroos. On voit que le système est très très bien huilé à l'heure actuelle d'un point de vue offensif. Ils ont une armada impressionnante. Ils carburent en moyenne à 4 buts par match. Est-ce qu'ils seront justement en mesure de battre leur propre record établi par eux-mêmes il y a 3 ans? Vous avez culminé vraiment avec des stats impressionnantes en fin de saison. L'avenir nous le dira, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Real fait peur à tout le monde. Oui. Alors avant de passer au Barça, écoutez cette statistique incroyable. Le Real a déjà marqué 42 buts en 11 journées. C'est presque 4 buts par match en moyenne, si on sait bien compter, Manu Petit. Incroyable. Ouais, surtout que ça rend la défense anecdotique parce qu'il y a quand même, à un certain moment donné, c'est une défense qui peut être prenable, qui montre certaines carences, certaines limites, mais c'est vrai que ça s'efface du revers de la main, tant le potentiel offensif est impressionnant dans cette équipe. Ouais. Alors, il faut quand même noter la performance de Sergio Ramos. Il a marqué, ce n'est pas un but extraordinaire, mais son coup de genou gagnant porte à 6, son total personnel, cette saison, le plus élevé pour un défenseur dans la Liga. Manu Petit, est-ce que vous pensez qu'il faut le changer de poste et qu'il faut le faire passer attaquant, celui-là? Non, surtout pas, non. Au contraire, c'est probablement un des rares joueurs de l'équipe nationale espagnole à afficher toujours un niveau d'excellence après les titres de champion du monde, champion d'Europe et ce qu'on a vu justement au Brésil. Mais non, au contraire, lui comme Pepe, son compère de la défense axiale, sont très précieux sur les phases arrêtées lorsqu'ils ont du mal à marquer des buts, les joueurs du Real Madrid. Donc coup franc, corner, ce sont toujours des apports précieux d'un point de vue offensif et souvent ils arrivent à faire la différence. Ouais. Alors bien sûr, Lise Barenbaum, s'il y a un club qui n'arrête pas de nous faire vibrer et faire vibrer les journalistes, c'est bien le Real Madrid. Oui, et c'est le site Eurosport qui revient sur les statistiques dont vous avez parlé, qui sont exceptionnelles. Après 11 journées de Liga, les Madrilènes en sont donc à 42 buts, dont 21 seulement pour leur attaquant star Ronaldo. Ils sont pas loin de rentrer dans l'histoire. À ce rythme, les hommes de Carlo Ancelotti boucleraient leur saison avec 140 buts au compteur et CR7 totaliserait 64 réalisations du jamais vu dans l'histoire du football. Alors Manu, vous pensez que le Real va s'essouffler ? Il y a un risque quand même parce que il y a le risque du burn-out en fait. Maintenant, je veux dire, avec le Real, tout est possible. Ils ont tellement de qualités et d'options offensives dans cette équipe que tout est permis. Et on peut rêver à l'impossible également. Mais c'est vrai que les stats de Cristiano Ronaldo sont intimement liés avec celles du Real Madrid. Donc, si Cristiano Ronaldo fléchit un petit peu dans la saison, ça risque de faire sentir aussi au score. Donc, on verra. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'options offensives. Donc, je ne suis pas très inquiet à ce niveau-là pour le Real Madrid. En tous les cas, il y a un record en attente au Real Madrid. C'est celui de Cristiano Ronaldo, Lise Barenbaum. Oui, et là aussi, l'article établit un classement. Le seul qui pourrait se comparer à Ronaldo, c'est Lionel Messi à Barcelone en 2011 avec 50 buts marqués. À l'époque, Ronaldo, lui aussi, il avait fait une très belle saison avec 46 buts. Et pour le moment, CR7 totalise presque autant de buts que Neymar et Messi réunis, qui en sont à 23. Lui, il en est à 21. Il va falloir que CR7 garde le rythme. Alors Manu, vous trouvez que Ronaldo, c'est un surhomme ? Messi, pareil. Donc, les gens que vous venez d'évoquer, ce sont des joueurs stratosphériques. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'impressionne surtout dans la régularité des performances de Cristiano Ronaldo, dans tous les championnats où il est allé, contrairement à Messi, c'est cette excellence à toujours casser ses propres records. Donc à l'approche du Ballon d'Or, ça va jouer encore fortement dans la balance, d'autant plus que, rappelez-vous, hormis le Ballon d'Or gagné par Cristiano Ronaldo l'année dernière, il avait été mis sous pression un petit peu par Messi, qui avait gagné 3 fois consécutivement le Ballon d'Or. Donc on a l'impression que la tendance est en train de s'inverser au bénéfice justement de Cristiano Ronaldo. Alors en plus de ses qualités de jeu, Lise Barenbaum, c'est un homme avec un grand cœur.
Oui, alors le Buzz Eurosport nous raconte une belle histoire, le grand acte de générosité du footballeur sur sa page Facebook qui compte près de 100 millions de fans. Le Portugais a lancé un appel aux dons pour un nourrisson né prématurément et qui a besoin d'un traitement très cher pour rester en vie. En mars dernier, l'ancien mancunien avait déjà fait ça. Il avait financé l'opération d'un bébé de 10 mois atteint d'une grave maladie du cerveau. Bon, mais c'est quand même un être humain, il a quand même quelques petits défauts, ce CR7. Oui, là encore, c'est Eurosport qui nous révèle un des petits travers de Ronaldo. Non. Quand on observe les photos d'avant-match, on remarque que CR7 se met souvent sur la pointe des pieds pour paraître plus grand que ses coéquipiers. Des clichés qui alimentent donc le débat sur le narcissisme supposé de Ronaldo. Alors Manu, il est si orgueilleux que ça? Mais vous savez, quand vous voulez atteindre les sommets justement de la hiérarchie, vous devez avoir un ego surdimensionné. Je veux dire, l'essence même d'un individu, c'est son ego justement à vouloir surpasser ses propres limites pour atteindre ses objectifs et aller encore plus au-delà. Donc moi, ça ne m'étonne pas que Cristiano Ronaldo a un ego surdimensionné, mais vous avez signalé son bon cœur. Je vous rappelle quand même, parce que vous êtes bien placé pour le savoir, qu'il avait quand même remis son soulier d'or 2011 à la Fondation de Madrid pour le mettre aux enchères, ce qui avait permis de récolter 1,5 million d'euros pour les enfants de Gaza. Donc ça, plus ça, plus ça. Moi, à partir du moment où des gens comme lui qui génèrent tellement, qui fédèrent tellement de gens autour de lui, s'impliquent personnellement, à la fois financièrement, mais aussi dans les offres humanitaires, et si ça peut rendre les gens heureux, tant mieux. Donc après, son ego... Franchement, il fait de mal à personne, il fait rêver les gens, il passe son temps à battre ses propres records année après année. Moi, je lui dis chapeau à l'artiste. En tous les cas, du côté de Barcelone, on sent que c'est moins performant en ce moment. Les Catalans ont eu beaucoup de mal à battre Almeria. Ils ont même concédé l'ouverture du score. Qu'est-ce que vous en pensez, Manu, de la performance du Barça ? Le Barça, je les ai trouvés poussifs. Hein. Ça a été un match extrêmement laborieux où Messi ne semblait pas vraiment concerné parce qu'il y avait quand même un renouvellement dans l'effectif. Il y avait beaucoup de titulaires qui étaient sur le banc de touche. On s'aperçoit qu'ils sont en période transitoire à l'heure actuelle, le Barça. Est-ce que Messi, justement, saura régénérer ses troupes avec sa faculté toujours lui-même à repousser ses propres limites, donc celles de son équipe ? On sera fixé dans les semaines à venir, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il y a une période transitoire. Alors, c'est à eux, justement, d'amorcer le virage qui s'impose dans la bonne direction. En tous les cas, pendant ce match, il y a une double bonne nouvelle. C'est quand même l'excellent début de saison de Neymar, qui en est déjà à 10 buts. Et surtout Suarez, qui n'a pas marqué, mais qui a donné 2 passes décisives. Hein. Exactement. Si on remet encore son retour lors du Classico contre le Real Madrid, où il avait délivré une passe décisive et qu'il avait délivré une autre passe décisive qui avait été manquée justement par Messi lui-même, ça fait 2 matchs quasiment... Il marche à peu près à 2 ou 3 passes décisives par match. Il n'a pas encore ouvert son compteur. Il a failli ce week-end lorsqu'il est rentré. Il était à 2 doigts de marquer son premier but. Mais c'est vrai qu'il lui faut encore du temps pour s'adapter à ses partenaires, au style de jeu. J'ai pas de doute parce que c'est vraiment un très très grand joueur. Et entouré de Neymar et Messi, ça devrait le faire. Alors on va terminer par les outsiders. Un petit mot quand même sur eux, qui ont tous trébuché ce week-end. Défaite pour l'Atlético Madrid et puis match nul pour Valence et pour Séville. On a l'impression que ça y est, les 2 grands reprennent le pouvoir, Manu. Ouais, ça c'est dommage que Séville et aussi Valence aient partagé les points à domicile. Il y a un excellent match qui arrive ce week-end où Barça reçoit Séville à domicile. Donc quand on voit la difficulté des Barcelonais à l'heure actuelle à imposer leur jeu et à gagner leur match, ça sera très intéressant de suivre ce match au sommet. Donc c'est une petite sortie de route pour leurs poursuivants, mais c'est quand même très très serré en haut de l'élite espagnole. Allez, on va regarder tout de suite le classement. Le Real Madrid assoit sa suprématie sur l'Espagne. Le Barça suit à 2 points. Valence complète le podium avec 24 points. L'Atlético Madrid et Séville restent 4e et 5e. Tout de suite, on va passer, si vous le voulez bien, tous au foot allemand. Allez, on regarde les résultats du week-end en Bundesliga. Le Bayern s'amuse et écrase Francfort, 4-0 grâce notamment à un triplé de Müller. Le Borussia Dortmund gagne enfin et bat le second du classement, Mönchengladbach. Wolfsburg bat Hambourg 2-0, même score pour Hanovre face à Berlin. Le Bayern de Munich règne en souverain absolu sur le championnat allemand, une suprématie qui empêche les autres équipes de Bundesliga de se développer. Même le Borussia Dortmund, rival historique des Munichois, navigue en eau trouble. Cette domination des Bavarois est-elle positive pour le football allemand? L'absence de concurrence n'est-elle pas un signe d'une sorte de déliquescence? La réponse est tout de suite avec vous, Lise Barimbaud, mais on en parle après avec vous, Manu Petit. A tout de suite. La Bundesliga aurait-elle un intérêt sans le Bayern de Munich?
Le club bavarois est en train de remporter la bataille pour la suprématie du foot allemand. Les Munichois ont remporté 8 des 13 derniers championnats et participé à 17 des 18 dernières Ligues des Champions. L'année dernière, ils ont même été sacrés champions à 7 journées de la fin de la Bundesliga, un record. Et les joueurs du Bayern affichent une assurance qui confine parfois à la prétention. Je ne pense pas que nous ayons des faiblesses. Nous avons joué beaucoup de matchs sans prendre de but ces derniers temps. L'équipe allemande a étrillé l'AS Roma 7-1 en Ligue des Champions. L'entraîneur des Italiens se méfiait déjà de ses adversaires avant la rencontre. Qui a réussi à attraper un point jusqu'à maintenant à l'Allianz Arena? Personne. Mais nous savons que nous aurons d'autres matchs à l'avenir et nous verrons bien ce qui se passera. Bien sûr, nous allons essayer de faire mentir les pronostics. Cette saison, ils sont toujours invaincus et déjà en tête du championnat avec 4 points d'avance sur leurs poursuivants. Mais en éliminant les adversaires à force de racheter les meilleurs joueurs, le club se tire une balle dans le pied. L'ogre n'aime pas jouer seul. Il a besoin de rivaux pour progresser et pour que le spectacle soit au rendez-vous. L'émergence depuis 20 ans d'un concurrent de la stature du Borussia Dortmund a presque été une bénédiction pour le club munichois. Mais cette saison, les échecs répétés des jaunes et noirs vont tuer l'attractivité du championnat allemand. À la différence de la Première Ligue, le mastodonte munichois règne seul sur la Bundesliga. En Angleterre, 5 à 6 équipes bataillent pour le titre chaque année. En Allemagne, avant Dortmund, Schalke 04 et Wolfsburg menaçaient le Bayern. La lueur d'espoir qui pourrait sauver la Bundesliga, le Bayern a concédé le match nul face au Borussia Mönchengladbach. Peut-être la première fissure dans l'armure du Grand Bayern. Alors Manu Petit, ce n'est pas la première fois qu'on voit une équipe piller son championnat pour finalement écraser la concurrence. Déjà, c'était le cas pour Lyon pendant les années de gloire et la domination de la France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis sceptique. J'ai bien compris les arguments de Lise dans le reportage. Et je suis d'accord avec elle, mais néanmoins, je reste quand même mesuré dans mes propos. Je prends un peu de recul parce que je me dis que le Bayern de Munich, vous l'avez dit, a besoin de ses rivaux justement pour pouvoir se sublimer en permanence et toujours repousser ses propres limites. Donc, la Bundesliga est un très très bon championnat où il est très compétitif. Il y a un turnover qui s'effectue depuis quelques années dessous le Bayern de Munich, mais il y a une réciprocité aussi qui est valable. Donc le Bayern de Munich a besoin de ses rivaux, comme ses rivaux a besoin également d'un très bon Bayern de Munich. On le voit, que ce soit dans toutes les Coupes d'Europe ou même dans les phases finales avec l'équipe nationale de la Nationalmannschaft. Ils brillent constamment, ils sont toujours présents dans le dernier carré. Donc j'attends de voir quand même maintenant si ça perdure sur la décennie à venir. Effectivement, ça tuera la glorieuse incertitude du sport et peut-être que ça tuera aussi un certain suspense, donc la motivation quelque part. Mais pour l'instant, je dirais que cette locomotive qu'est le Bayern profite à tout le monde derrière parce qu'il y a un turnover, parce que le football en Bundesliga est très très bon. En tous les cas, le Bayern investit dans la formation allemande. Ils prennent les meilleurs joueurs de la Bundesliga. Au contraire, par exemple, le Real Madrid préfère acheter des stars étrangères. À votre avis, la meilleure solution, c'est quoi ? Je pense qu'il faut s'adapter en fonction de sa culture et de son potentiel déjà dans l'Hexagone. Donc le Bayern de Munich tue toute concurrence, vous l'avez dit, en piochant à chaque fois les meilleurs éléments dans leurs principaux rivaux. Je vais vous donner 2 exemples. Les Leverkusen, quand ils avaient discuté le titre au Bayern de Munich il y a quelques années, qui avait joué la Champions League, la finale, ils ont pris Ballack qui était son capitaine. De la même manière, Dortmund, quand ils sont arrivés en finale contre le Bayern, ils ont pris Lewandowski, ils ont pris Götze, maintenant ils sont en passe de prendre Reus également. Donc ils affaiblissent leurs adversaires, mais néanmoins ils arrivent toujours à se renouveler. Je crois que le Real Madrid, avec le potentiel financier qu'ils ont aussi, ils sont à la fois un club formateur, mais ils arrivent toujours à piocher des très très bonnes stars à l'extérieur également. Donc je crois qu'il faut s'adapter en fonction de ses besoins et aussi en fonction de sa culture, de son identité. Alors, quelques jours après la qualification pour le 8e de finale en Ligue des Champions, Dortmund, Manu, de son côté, gagne enfin en Bundesliga. Après 7 journées sans victoire, il était temps, Incroyable. Il y a vraiment eu des surprises aujourd'hui. On a évidemment passé un super moment. On a réussi à maintenir une bonne pression tout au long du match, mais la seule chose qui a manqué, c'est les buts. Je pense que même en jouant 3 voire 4 heures de plus, on n'aurait pas marqué. On n'a tout simplement pas eu les opportunités de marquer. Donc au final, c'est bien que M. Kramer ait marqué le but à notre place. Au final, on avait des opportunités, c'est juste qu'on n'a pas su les saisir. Manu, la victoire s'est faite attendre pour Dortmund.
C'est quand même paradoxal. Vous voyez Subotic qui vient de dire que Dortmund ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Ils arrivent à gagner un match qui leur tendait les bras depuis tellement de semaines. Parce qu'auparavant, ils ont tellement eu d'occasions dans les matchs précédents en manquant cruellement de réalisme offensif. Là, ils n'en ont quasiment pas. Ils arrivent à marquer. Ça n'a rien y comprendre. En tout cas, ces 3 points vont venir comme une énorme bouffée d'oxygène au sein du groupe. Ouais. Allez, au classement, ce n'est pas une surprise. Le Bayern est toujours en tête. Il y a presque plus de suspense en Allemagne. Alors voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour le reste de l'actualité du foot. Merci à vous, Lise Barenbaum et Manu Petit, d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. Vous avez choisi i24 News et vous avez bien fait rester avec nous.